La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. 19e séance de la troisième. Alors c'est un extrait que nous avons déjà un peu commenté au mois de janvier, 25 janvier, et nous allons le reprendre pour l'explorer sous d'autres angles possibles, et surtout le 25 janvier, comme nous avions beaucoup parlé de l'événement Charlie, donc peut-être cet aspect de la technique était un peu passé au second plan, et comme c'est un passage extrêmement actuel, on a décidé de le remettre en discussion. Donc je vais le lire et ensuite, comme d'habitude, on essaiera d'en tirer une certaine substance par rapport aux derniers enseignements que nous avons reçus de cette troisième. Alors, nous avons fait quelques petits progrès depuis, mais qu'est-ce que ça donne en fin de compte la science? Ça nous donne à nous mettre sous la dent à la place de ce qui nous manque dans le rapport de la connaissance, comme je disais tout à l'heure. Ça nous donne à cette place, en fin de compte, ce qui, pour la plupart des gens, tous ceux qui sont là en particulier, se réduit à des gadgets. La télévision, le voyage dans la Lune, et encore, le voyage dans la Lune, vous n'y allez pas. Il n'y en a que quelques-uns sélectionnés. Mais vous le voyez à la télévision. C'est ça. La science part de là. Et c'est pour ça que je mets espoir dans le fait que, passant au-dessous de toute représentation, nous arriverons peut-être à avoir sur la vie quelques données plus satisfaisantes. Alors là, la boucle se boucle. Et ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est à savoir l'avenir de la psychanalyse est quelque chose qui dépend de ce qu'il adviendra de ce réel. À savoir si les gadgets, par exemple, gagneront vraiment à la main, si nous arriverons à devenir nous-mêmes animés vraiment par les gadgets. Je dois dire que ça me paraît peu probable. Nous n'arriverons pas vraiment à faire que le gadget ne soit pas un symptôme, car il l'est pour l'instant tout à fait, évidemment. Il est bien certain qu'on a une automobile comme une fausse femme. On tient absolument à ce que ce soit un phallus. Mais ça n'a de rapport avec le phallus que du fait que c'est le phallus qui nous empêche d'avoir un rapport avec quelque chose qui serait notre répondant sexuel. C'est notre répondant parasexué. Et chacun sait que le para, ça consiste à ce que chacun reste de son côté, que chacun reste à côté de l'autre. Bon, voilà, c'est à peu près, je vous résume ce qu'il y avait là dans mes 66 pages, avec ma bonne résolution de départ qui était de lire. Je faisais ça dans un certain esprit, parce que, après tout, accaparer la lecture, c'était vous en décharger d'autant. Et peut-être faire que vous pourriez, c'est ce que je souhaite, lire quelque chose. Si vous arriviez à vraiment lire ce qu'il y a dans cette mise à plat du nœud borroméen, je pense que ce serait là, dans la main, vous topez quelque chose qui peut vous rendre service autant que la simple distinction du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Pardon d'avoir parlé si longtemps. Donc voilà, c'est par ces mots que Lacan termine cette conférence de la troisième. Et donc nous allons, avec Patrick, aborder immédiatement peut-être les points clés de cet extrait, notamment le fait que la science est ramenée à une histoire de gadgets, dans un premier temps. Donc évidemment, c'est en 1970, ou enfin 1974. On imagine qu'aujourd'hui, nous vivons vraiment plus qu'entourés de gadgets, c'est-à-dire vraiment animés par les gadgets, comme il dit. Donc, il y a une anticipation. Et puis surtout, à quel lieu ça vient prendre place,
Là, c'est vraiment à la place du manque du rapport sexuel. Donc, je pense qu'il y a ces deux aspects qu'on va essayer d'explorer un peu. La science qui vient comme des bouts de réel mis en équation, en quelque sorte, et ça vient combler le manque du rapport sexuel. Donc on va essayer de voir ce que ça veut dire, le manque du rapport sexuel. On l'a déjà vu, mais peut-être on va essayer de l'aborder d'une manière encore plus explicite. Et puis surtout, donc, le gadget. Alors, est-ce que tu veux commencer tout de suite ou... Non, vas-y, continue. Alors, je suis tombé là, il y a peu de temps, sur un texte absolument magnifique qui est encore antérieur à ce texte-là, un texte de Günther Anders, qui est le premier mari de Hannah Arendt et qui était un élève de Heidegger avec Hannah Arendt et qui a produit un texte qui s'appelle L'obsolescence de l'homme moderne en 1956 et que Guy Debord, donc, a occulté radicalement parce qu'il est suspecté par un de ses anciens disciples d'avoir intégralement tout pompé sur ce livre-là de Günther Anders, où effectivement, déjà dès 1956, il explique très clairement la situation d'aujourd'hui avec la télévision, la radio, etc. Il n'y a plus qu'à transposer avec une extension des gadgets et l'extension de la télévision en Internet, et c'est exactement un diagnostic il n'y a pas à changer une ligne. Donc, dans ce diagnostic-là, Günther Anders commence déjà à expliquer que, en fait, regarder la télévision, écouter la radio, alors on imagine maintenant avec Internet, l'iPhone, etc., c'est continuer à travailler pour le système, mais en plus, non seulement sans être rémunéré, mais en payant soi-même pour le système et pour générer l'homme de masse, ce qu'il appelle l'homme de masse, qui va nourrir le système de consommation. C'est-à-dire que le système de consommation est ainsi articulé que l'homme ne peut plus se couper d'une certaine communication avec ce qui l'aliène au plus près, c'est-à-dire le monde du travail va se trouver, alors qu'il pense avoir des loisirs, il va être convoqué non seulement à consommer des produits culturels, mais en plus lui-même se consommer et se consumer à travers cette consommation-là pour continuer à nourrir le système de la technique. Alors évidemment, le thème de la technique, c'est aussi un thème heideggerien, un des plus connus, puisque le Gestell heideggerien, c'est-à-dire le fait que l'univers de la technique est un univers qui déporte l'homme radicalement. Et donc nous sommes sur une convergence donc, entre l'enseignement heideggerien, cet essai absolument merveilleux que... Alors j'ai les textes là-dessus, si ça vous intéresse, parce que c'est tellement bien écrit et tellement bien articulé. L'ancien disciple de Debord qui dénonce le fait que Debord c'est un plagiaire absolu, mais qu'en plus, pour cacher son plagiat, il a fait en sorte que personne n'ait accès à ce texte-là de 1956 de Günther Anders sur justement l'avènement de la technique et le fait que nous soyons dans une espèce de dévalement du sens au point où notre aliénation au monde de la technique va aller en croissant et que... alors, à la différence justement, puisqu'on en parle souvent avec Patrick de temps en temps sur un ton un peu rude, mais ça fait partie du jeu, dans l'enseignement de Heidegger, justement, peut-être j'en parlerai un peu plus tard, la langue allemande lui permet d'anticiper sur cette vision, mais ne lui permet pas de trouver une solution précise à ce problème. Alors que le fait que Lacan réintroduise la possibilité de l'inconscient dans la langue française, parce qu'on se souvient quand même que l'inconscient au début parle allemand, puisque la langue de Freud c'est l'allemand, la manière dont Lacan très précisément réintroduit l'inconscient dans la langue française va faire émerger des notions, notamment de sujet et de réel, qu'on va réaborder tout à l'heure, et permettre
à Lacan, cette fois, d'ouvrir la possibilité d'une solution par rapport au problème de la technique qui vient justement, pour Lacan, en lieu et place du manque de rapport sexuel. Bon, alors, puisque tu as évoqué cette histoire des rapports de la psychanalyse avec les philosophes, moi j'ai une position qui n'a pas été comprise, peut-être que je l'ai mal expliquée, c'est que je ne pense pas qu'il faille, à partir de l'enseignement de Lacan, aller dire ça c'est déjà dans Heidegger, c'est déjà dans Kant, c'est déjà dans Socrate, c'est déjà avant. C'est que il faut prendre le truc d'un autre point de vue, c'est que tous ces auteurs qui ont précédé, et qu'il a étudié bien entendu avec beaucoup de soin, de très près même, c'est qu'ils ne disposent pas des nouveaux outils que Lacan a inventés. On est tout à fait qu'il a inventé, d'abord, même Freud ne l'avait pas, il n'avait pas la structure à sa disposition, il n'avait pas le signifiant, même s'il était contemporain de Saussure, donc il n'avait pas ces deux outils-là, et Lacan a rajouté un troisième outil, c'est qu'il a mis en série et en nouage l'imaginaire, le réel et le symbolique, ce qui n'avait jamais été fait avant lui. Donc il faut, à mon avis, partir de Lacan pour éventuellement revenir sur les auteurs précédents, pour éclairer leurs propres impasses à eux. Parce que le réel, par exemple, de Hegel, n'est pas le réel que Lacan décrit. Bien sûr. Parce que Hegel dit que tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Et Lacan, justement, dit que non, le réel, c'est un réel pur qui est sans ordre. Donc c'est de ce point de vue-là que j'avais une divergence apparente que je ne voulais pas dévoiler tout de suite, mais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Autrement dit, ce n'est pas ces auteurs-là qui anticipent Lacan, ça c'est de la chronologie, c'est Lacan qui, du point de vue de la structure, les anticipe et rétroagit après lui. C'est pour ça qu'il peut dire, sans faire rigoler les gens, que Platon était lacanien, hein, et puis voilà, c'est des choses comme ça qu'il peut dire. C'est-à-dire que les stoïciens avaient un pressentiment de la que lui-même, que les stoïciens avaient un pressentiment de la psychanalyse, alors qu'évidemment, ils utilisaient le signifiant, le signifié, que Lacan, il était sur ce terrain-là, il rétroagissait pour les éclairer. C'est comme ça que je voyais la chose. Avec quelque chose qui fait rupture radicale, c'est que ce qui s'interpose entre la connaissance avant la découverte de l'inconscient, c'est que la connaissance, elle joue avec, il y a du rapport sexuel. D'où la difficulté de toutes ces théories sur l'être, sur toutes ces choses-là. Hein, alors que justement, avec l'inconscient, on bascule du côté du savoir, qui est très problématique d'ailleurs, mais qui n'est plus la connaissance, parce que c'est un savoir qui tient compte de ce qu'il n'y a pas de rapport écrit sur le réel. Le pas de rapport sexuel, ça veut dire ça. C'est que le réel, on ne peut pas l'écrire, il est impossible à écrire, et on ne peut l'attraper que par le biais d'artifices d'écriture. Hein, mais que c'est toujours un artifice. Et donc, il évoque la question de l'art et toutes ces choses-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce point-là. Alors là, il n'y a aucun problème là-dessus, puisque c'est effectivement ce qu'amène la psychanalyse, en tout cas Lacan, il en parle de manière très explicite, c'est la performativité rétroactive du signifiant. C'est-à-dire que ça change, on est habitué à être dans un ordre chronologique, et en fait, l'ordre est changé puisque quelque chose qui vient après chronologiquement peut se situer en avant dans le temps et se rendre accessible à ce moment-là. Donc quelque part, Hegel ne devient Hegel qu'à la lecture de Lacan, véritablement. Puisque sinon, la plupart d'ailleurs des exégètes hegeliens passent complètement à côté de la dimension de Hegel. Mais on peut dire la même chose avec Heidegger, parce que ce qu'il tire de Heidegger, lui, c'est absolument spécifique. Les Heideggeriens, il y a toutes sortes de Heideggeriens, et des Heideggeriens de différentes tendances, même qui sont carrément opposées entre elles. Et la lecture, effectivement, qu'en fait Lacan, permet d'en saisir la substance, parce qu'il y a à l'œuvre cette logique du signifiant, qui est une logique de performativité rétroactive, c'est-à-dire qu'à partir d'un point donné, on remonte la chaîne signifiante, exactement comme le trauma. Parce qu'on avait parlé, vous vous souvenez, il y a peut-être... je sais pas. Alors là,
Oui. Juste une petite question. Et ça se termine avec Lacan, c'est-à-dire ce processus de rétroactivité, ça se termine. Voilà, je vais le montrer simplement sur le graphe du désir. Tous les auteurs qui précèdent du point de vue de l'histoire seraient sur le registre de l'énoncé, hein, pas de l'énonciation, c'est de l'énoncé. Et donc, en fait, Lacan montre comment le signifiant qui est dans l'autre rétroagit et donne un sens de symptôme à ce qui précède. Et ça, tant que c'était pas là, on n'en avait pas la disposition. La connaissance, elle se situe constamment du côté du sens, et donc de la tentative de comprendre. Alors que justement, avec l'histoire de l'anticipation du signifiant, qui est attrapée là, on rétroagit sur l'arrière et on donne une autre signification différente. Ça permet de résoudre, ça ne permet pas de tout résoudre, mais ça permet de donner des choses. Parce que toute cette dimension-là, du haut du graphe qui concerne l'énonciation et les découvertes de l'inconscient, vient se surajouter à cette machinerie qui est extrêmement complexe. Mais à l'origine, il y a toujours un sujet divisé, là, qui est au départ, que Lacan met du temps à mettre à cette place. Parce qu'au début, c'est pas comme ça. Donc c'était comme ça que je voulais expliquer la chose. Et puis, ce qui précède justement ce petit bout, c'est quand il parle de Galilée. Parce que Galilée, pour lui, est vraiment à l'origine, on peut dire, de la science. C'est le premier qui est au plus près, quand il commence justement à poser des lettres sur la nature, hein, à mettre des petites lettres. Et c'est ça qui fait... Alors ça rappelle les alpha, bêta, gamma d'Aristote, ça rappelle aussi chez Freud le système phi, le système psi, le système oméga, toutes ces choses-là. On voit bien qu'il y a une tentative là de ce qu'on appelle de mathématisation du réel, qu'on appelait de la nature, justement. Or, chez Lacan, justement, le réel, c'est pas la nature. D'ailleurs, il dit que la nature n'est pas aussi naturelle que ça. Ça veut dire qu'au fond, les hommes, ils appréhendent la nature à partir de leurs propres fantasmes. Hein, et que le réel dure comme ça, même la science n'y parvient pas. Même la science. Et lui, justement, dans ce texte, il en parle très bien quand il dit qu'il souhaiterait que là où se situe la jouissance de l'autre, qui est ici, impossible au sujet, ça ne veut pas dire qu'on ne l'éprouve pas, la jouissance. Un corps éprouve la jouissance, et d'ailleurs dans la douleur, en particulier, et le trop de jouissance, ça peut détruire un corps. Hein. Et donc il y a une limite liée à l'homéostasie du corps propre pour qu'il puisse tenir le coup dans la jouissance. Et Lacan espérait, justement, il le dit, mais c'est pas arrivé, que la science pourrait s'introduire et passer sous les représentations pour nous dire quelque chose de plus sur la vie. Et la vie, les biologistes, ils n'en savent rien, et on est toujours au même pas. Lui, c'est un espoir qui fonde à partir de sa schématisation, mais il n'a pas obtenu la réponse. Pourquoi? Mais il le dit très bien, c'est qu'il veut dire que les scientifiques, quand on parle avec eux, moi j'ai dialogué surtout avec des biologistes, plus qu'avec des gens de la théorie des quanta, ils s'imaginent que sous prétexte qu'ils observent des comportements animaux, des tissus, des molécules, de la chimie du corps, que c'est ça le réel. Ils n'entendent pas que ce sont des nominations qu'ils donnent et que ce sont toujours des représentations et qu'ils sont forcément limités par leurs propres observations. Et c'est pour ça que Lacan va finir par dire que dans la science moderne telle que nous la connaissons, c'est important l'histoire des gadgets, c'est qu'au fond, pour ces scientifiques-là, comme apparemment plus rien ne les arrête, hein, vous savez bien qu'il y a quelque chose comme ça, puisque même un corps peut être découpé en morceaux et on peut remplacer les organes par des greffes, par des machines. Maintenant, il y a un cœur artificiel entièrement mécanique pour faire fonctionner le corps. Enfin, on en est là, ça, rien n'arrête, c'est-à-dire qu'on ne l'arrête pas au nom de quelque chose qui serait impossible. Il n'y a plus d'impossible. Tout le réel dans la science moderne est passé dans le symbolique. Et les hommes de science moderne ne peuvent pas entendre qu'ils sont pris dans un discours et ils ne sont plus vraiment sur le réel. Voilà. C'est ça que... Parce que, justement, pour peut-être poursuivre sur ta question, est-ce que après Lacan, ça peut plus être comme avant Lacan, parce que ça tient au fait qu'il énonce très clairement un truc qui paraît
absurde et aberrant, il n'y a pas de rapport sexuel. Ça, il faut comprendre ce que ça veut dire, il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire que jusqu'à maintenant, le rapport au monde est un rapport de connaissance. D'ailleurs, connaître... Copulation. Voilà, connaître, c'est copuler, puisque même dans la Bible, il l'a connu, ça veut dire qu'il a couché avec. Donc il y a un rapport en fait d'une sorte de symétrie de soi avec le monde, avec différents degrés liés à cette symétrie qui sont des proportions, etc. Mais en gros c'est dominé par une forme de pensée qui est le macro et le micro, hein, c'est-à-dire ce qui se passe en haut se passe en bas, etc. Et il y a une symétrie entre soi et le monde. Le fait qu'il n'y ait pas de rapport sexuel, ça veut dire que, tout simplement, on l'a déjà vu, mais il faut le répéter d'une certaine manière, dès qu'il y a un sujet, le répondant du sujet n'est pas un autre sujet. On n'est pas dans l'intersubjectivité habermasienne. Il y a un objet de l'autre côté. Donc, le sujet et l'objet sont foncièrement dissymétriques, puisqu'au fond, l'homme lui-même, en tant qu'il est castré, il n'accède pas à l'objet directement. Il ne peut pas, puisqu'il est déjà un fait de langage. Donc, il est obligé de transposer, c'est la découverte de Lacan qui fait qu'à partir de là, après Lacan, ça ne peut plus être comme avant, l'objet petit a. L'objet petit a fait que, jusqu'à ce moment-là, la philosophie, la pensée, la science qui justement, pour Heidegger, ne pense pas. Hein, il le dit très clairement, la science ne pense pas, parce que l'intuition heideggerienne y est de la même manière, mais il ne peut pas le formuler à la manière de Lacan, puisqu'il n'accepte pas cette notion de sujet. Pourquoi? Parce que, en fait, le sujet, c'est quelque chose d'hétérogène et d'extérieur au monde, qui s'y rattache par le mode de la représentation. Tandis que l'homme, en tant qu'homme, nous, notre matière, elle appartient à ce monde, elle est intérieure au monde. Et Heidegger choisit comme axe de pénétration de son travail le Dasein. Et le Dasein, c'est ni l'homme, ni le sujet. Le Dasein, c'est comment les entités du monde apparaissent à l'homme dans leur forme extatique au sein d'un horizon de signification. Et surtout ni femme, ni homme, ni Dasein est neutre. Voilà. Et donc, il ne rentre pas dans la problématique de la sexuation, qui est propre au sujet, puisque justement, là où et la science et la philosophie sont invalidées dans leur manière de penser par Lacan, c'est que pour Lacan, le sujet, c'est pas le sujet de la connaissance, justement, comme celui de Foucault, dans l'herméneutique du sujet, mais c'est un sujet sexué, c'est-à-dire la sexuation, c'est ce qui va le fonder en sujet. La sexuation est constitutive du sujet. Ce n'est pas la sexualisation qui arrive comme un moment empirique contingent. Il y a un sujet et ensuite il va choisir sa sexualité, plus ou moins, selon certains critères, peut-être inconscients ou pas. Ça, c'est totalement faux. Donc toute la théorie du genre, les gender théorie, tout ça, ça vaut rien sur le plan philosophique, technique, psychanalytique. C'est du pure fumisterie, puisque la sexuation, c'est ce qui fonde le sujet. C'est le fait d'être coupé. Et coupé, ça veut dire d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc là... Il faut l'entendre sexuation comme section. Ben oui, c'est ça. La sexuation, c'est la coupure. Et c'est la coupure, c'est le côté redondant de la coupure qui fait que, étant coupé du monde par le langage, c'est-à-dire l'ordre symbolique qui vient nous couper de notre propre corps, auquel on n'a plus accès, on est obligé de passer par le langage pour avoir accès à notre corps, on n'a plus d'immédiateté de notre corps, mais il est obligé d'être médié tout le temps par l'accès au langage. Cette sexuation, elle est redoublée par la sexuation homme-femme. Ce qui évidemment ne vient pas s'emboutir dans les organes génitaux, puisqu'il y a des organes génitaux mâles qui peuvent avoir une sexuation femelle. Donc après, c'est un autre problème. Mais le problème de la théorie du genre, c'est qu'elle confond tout ça. Et aujourd'hui, on vit dans cette confusion-là, puisque justement, le monde social tel qu'il se présente à nous, il apparaît comme la résultante de notre sexuation à nous. Il ne peut jamais nous apprendre quelque chose directement par sa théorie, puisque c'est notre propre refoulement qui est devant nous. C'est ça la sexuation, c'est ça où Lacan vient montrer qu'avec son objet petit a, en fait, chaque sujet se cherche lui-même en tant que sujet dans le monde des objets. Donc l'objet petit a, une des définitions, c'est l'ombre du sujet qui n'existe pas. C'est une ombre de quelque chose qui n'existe pas.
dans le monde des objets. Donc voilà en quoi, effectivement, après Lacan, il ne peut plus y avoir la même philosophie qu'avant Lacan. C'est impossible. Il invalide ça. Mais par contre, en donnant à lire différemment les philosophes, il rehausse leurs possibilités, notamment sur le plan de l'exercice langagé, puisque on va être dans, évidemment, Hegel, quand vous comprenez tout à Hegel, avec les négations de la négation, c'est la base de tout. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une première négation, une deuxième négation de négation, et après cette négation-là, ce qui reste, c'est pas un retour à la première phase, mais quelque chose d'autre. Voilà. Voilà. Donc, oui, vas-y. Vas-y, juste un petit... Il y a une incompréhension radicale que moi je commence à percevoir cette chose-là, je ne voyais pas avant, c'était que quand Lacan dit que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, alors tout de suite on se précipite sur Hegel, seulement il y a une chose qu'il faut bien comprendre dans la démarche de Lacan, au début de son enseignement, l'autre pour Lacan, c'était un sujet, hein. Il y avait au début de son enseignement, dans la toute première période qui date de 53 à 58, il parlait du désir comme un désir de reconnaissance, en gros. Hein. Donc l'autre, c'était un sujet. Seulement, à partir du... Alors, l'homme, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Donc, si c'est le désir de l'autre, ça veut dire que l'autre est manquant. Et ça veut donc dire que le sujet ne peut que découvrir qu'il est l'instrument, lui, comme objet, de l'autre. Mais si on fait de l'autre un lieu, on peut à ce moment-là, c'est dans un second temps, considérer que l'autre n'existe pas. L'autre comme sujet n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire, quand Lacan parle d'ailleurs vers la fin, que dans une fin de cure où en principe on découvre que l'autre n'existe pas, il est barré, comme c'est dans le schéma, ça ne veut pas dire qu'on est débarrassé de l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut pas le laisser incarner par quelqu'un, mais l'autre, c'est-à-dire le lieu des signifiants, ben, il est toujours en fonctionnement. Et le sujet, il ne peut que découvrir dans ce rapport de son désir comme étant le désir de l'autre, il ne peut que se reconnaître comme l'instrument du désir de l'autre. Autrement dit, comment il se repère, justement, dans les signifiants qui lui viennent de l'autre. Puisque ce n'est pas lui qui les invente, il les reçoit toujours de l'autre. Alors on voit ce parcours chez Lacan, ça n'a pas été facile pour lui au début, il s'afflottait un peu, il avançait des nouveaux termes, il n'avait pas la conception du grand autre comme c'était un peu plus tard. On voit toute cette évolution dans sa pensée, seulement lui, quand il avance, il dit des choses et il n'explique pas. Il parle aux gens, il considère que les gens le suivent, et donc c'est à nous de trouver les articulations si on veut bien les trouver. Moi, c'est ce qui m'intéresse de trouver les liens. C'est comme ça que ça se passe. C'est évident qu'au début, cette histoire de l'autre, c'est important, puisque au fond, on sait bien que l'enfant reçoit les signifiants de sa mère. On dit la mère, celle qui remplit le sujet qui remplit la fonction maternelle. Bon, c'est la mère quand même dans l'histoire de l'humanité. Ce sont surtout les mères qui véhiculent la langue et qui inventent des langues nouvelles et qui font progresser les langues. C'est d'abord les femmes qui font ça, d'abord tout simplement parce qu'elles s'adressent à leurs petits et elles leur apprennent les signifiants à partir de leur babil, en gros, hein, leur lalation. C'est elles qui commencent à faire des coupures, à donner du sens et à introduire des signifiants. Et des fois, l'enfant, le petit nourrisson, il invente des signifiants, hein, et que ça passe un jour dans la langue. Hein. Voilà. Alors, on retrouve bien, il faut bien discerner ce que ça veut dire, l'histoire que l'autre n'existe pas. Il n'existe pas comme sujet, mais l'autre, il est toujours là. On a toujours affaire aux signifiants qui sont dans le réel et qu'on rencontre dans toute notre existence. Mais oui, parce que la difficulté du narcissisme contemporain, parce que tous ces gadgets-là, en fait, finalement, on se rend compte que toute la technologie de l'iPhone de dernière génération, c'est finalement pour le mettre au bout d'un manche et se prendre soi-même en selfie. Donc, on s'imagine quand même que la technologie a une vocation quand même de rassurance narcissique qui ne marche pas. Hein, ça ne marche pas. On peut prendre 10 000 selfies, ça ne sert à rien. Hein. Mais quand même, on a dans la main toute l'information générée par l'humanité depuis
que l'écriture soit née. Hein. Ouais. C'est pas seulement le selfie. Oui, alors là, je vous renvoie à Günther Anders. Günther Anders, il explique très bien ça avec la télévision, que c'est déjà là, en 1956, hein, de procéder à une inversion. Alors je vais parler de deux sortes d'inversions. Donc la première inversion, c'est rendre le proche lointain et rendre le lointain proche. Donc le citoyen se retrouve justement avec toute la misère du monde très proche de lui. C'est-à-dire que ça a rendu le lointain très proche. Alors il se passe un truc en ce moment en Tchétchénie ou en Azerbaïdjan. Ils ne savent même pas où c'est l'Azerbaïdjan. Hein. Mais d'un seul coup, il y a une forme qui est présente dans le discours, qu'il faut être dans l'empathie avec l'Azerbaïdjan, parce qu'il y a, je sais pas, un tremblement de terre ou une junte militaire qui a pris le pouvoir, donc tout le monde, d'un seul coup, se retrouve à être immensément concerné par l'Azerbaïdjan. Mais, simultanément, le proche est devenu lointain, c'est-à-dire le souci de soi, le kurasui, mais cette fois transposé sur le mode du sujet, c'est-à-dire la responsabilité du sujet dans ses actes quotidiens, tout ce qui lui arrive, passe à la trappe, puisque le souci, Zorg, c'est plus le souci de l'être, il est pour les rescapés du tremblement de terre ou les victimes de la junte. Donc rendre proche et rendre lointain, il y a une inversion. Comme par hasard, cette inversion-là, on la retrouve avec la métaphore de l'ordinateur. Là, c'est comme si le destin de toute métaphore était de subir une inversion. Au début, on construit un ordinateur de manière à ce que l'ordinateur devienne performant à la manière d'un cerveau humain. Puis petit à petit, qu'on est dans l'ordinateur, finalement, le modèle s'inverse. Et on se dit, et finalement, si le cerveau lui-même était un ordinateur, un super ordinateur. Et donc, à partir de là, la métaphore s'inverse et on considère le cerveau humain comme une copie défaillante, forcément, de l'ordinateur. Donc, il y a une mise en perspective là qu'on va rejoindre immédiatement, parce qu'évidemment, il y a une chanson d'un groupe, je ne sais plus lequel, mais qui était absolument génial au début des 2000, là, qui disait Internet is for porn. C'est-à-dire que forcément, la technologie a quelque chose d'extrêmement lié à la pornographie. C'est-à-dire que les trucs les plus consultés au monde sur Internet, on a beau avoir tout le savoir du monde, soi-disant, dans une main, en fait, c'est juste pour regarder une chatte ou un cul que la plupart des gens vont regarder sur Internet. Donc, 80%. Ça, c'est très important, ça montre l'importance de la sexualité, que les êtres humains ne s'intéressent qu'à ça. Mais oui, alors justement, attends, je finis la métaphore parce que l'inversion est très importante. C'est que à partir de ce moment où l'être, cette fois, au lieu d'être le cerveau considéré comme une machine très sophistiquée, c'est plutôt l'ordinateur qui est considéré comme quelque chose qui justement impose son modèle. Alors ça nous renvoie à la métaphore de la sexualité sur la masturbation. C'est-à-dire, au départ, on considère que la masturbation, c'est quelque chose d'imaginaire, où on fait imaginairement un acte sexuel avec quelqu'un qui n'existe pas. Et en vérité, on s'aperçoit, et c'est la position de Lacan, que le rapport sexuel, s'il n'existe pas, c'est quand on a effectivement une relation sexuelle, là, on se masturbe avec quelqu'un qui existe vraiment. Mais en fait, l'être même de la femme, on n'y accède pas, puisque comme on est obligé de passer par notre fantasme, on l'a réduit à être l'objet petit a de notre fantasme, mais on n'accède pas à son être propre. Donc il y a une inversion de la métaphore. Donc la notion du semblant, liée à cette métaphore, elle rassemble aussi bien le monde des gadgets informatiques que la préoccupation majeure qui est la sexualité, parce que justement il n'y a pas de rapport sexuel. Et donc tout est fait pour faire croire qu'il y a,
du rapport sexuel, puisqu'on reste alors dans un rapport de connaissance avec le monde, et on a vu que la connaissance, c'était la première session de la troisième, c'est la notion de copule, c'est le verbe « et ». Dès qu'on met le verbe « et », hop, on crée une copule linguistique qui fait équivaloir des choses et qui crée une symétrie qu'il n'y a pas réellement, puisque entre ce qui se passe, les actes et les paroles, il y a un trou, un gap, un réel. Et j'en finis là-dessus. Une des définitions du réel, c'est ce qui résiste à toute métaphorisation. Et là, le problème, parce que qu'est-ce qui se passe si l'inversion de la métaphorisation s'effectue? C'est-à-dire, comment savoir si l'intelligence artificielle, qui n'est pas seulement les machines Turing, parce que la machine Turing, on sait de Gödel et de Turing lui-même que un système ne peut pas être à la fois complet et consistant. Mais actuellement, il y a déjà des chips qui sont doubles, c'est-à-dire il y a une partie logique et il y a une partie biologique où ils font faire fonctionner ensemble les deux hémisphères, soi-disant deux hémisphères de ce chip, dans un sens que je ne vois pas très bien comment on serait dans la position de dire si cette intelligence artificielle à naître ne serait pas réellement quelque chose qui renverse effectivement la métaphore. Non, parce qu'elle cherche à la réaliser. Le problème, c'est qu'elle ne l'inverse pas, c'est qu'elle s'imagine la réaliser. Or, justement, l'autre définition du réel, c'est que c'est impossible de réaliser une métaphore, puisqu'une métaphore reste dans le domaine du langage, et il y a un trou, il y a un gap, quelque chose qui ne peut pas être franchi entre le langage et le reste. D'accord, mais la reproduction biologique, c'est-à-dire la sexualité, reste notre racine dans la biosphère, pour parler comme terre de Chardin. Alors, si un moment arrive où la reproduction biologique s'avère obsolète dans le sens qu'il y a une certaine reproduction d'un cerveau, appelons ça cerveau, d'un cerveau dont on ne peut pas décider si c'est intelligent ou non d'un point de vue humain, à ce moment-là, tout le terrain est bouleversé. D'une certaine manière. Ça, c'est la croyance scientifique, oui. Non, loin de moi. Non, je sais, mais... C'est un problème, je dis, c'est seulement la... Vous voyez, c'est seulement la comment dire, le problème topologique. C'est pas un problème empirique, si ça arrive ou non. Et surtout, c'est un problème identifié pas comme quelque chose qu'on réalise, parce qu'il y a tellement d'auto-organisation dans les recherches actuelles qu'on réalise rien. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Ils font une préparation d'un cerveau de souris, ils enlèvent un réseau de neurones et ça commence à fonctionner, et au bout d'un certain moment, il y a une synchronisation suffisamment complexe pour tout seul. Là, on ne fait pas ça, on ne crée pas ça. Bon, ben j'arrête. Je voulais juste reprendre un petit peu en arrière ce que tu disais à propos de l'éloignement et de rapprochement. Dans la peinture occidentale, en général, quand on peint un paysage, eh ben, ce qui est proche est gros. La Joconde, elle occupe pratiquement tout l'écran de la peinture, et ce qui est au fond est tout petit, hein, c'est des ruines qu'on ne voit même pas. Alors que dans la peinture chinoise traditionnelle, c'est le contraire. C'est-à-dire que plus les monts sont éloignés, plus ils apparaissent en gros sur le tableau, et puis les personnages qui sont sur le début de la scène, ils sont tout petits. Hein. C'est donc ça se rejoint dans d'autres circonstances, mais on voit bien comment ça explique ce que tu disais là. Alors, à propos de
Lacan, il en parle très bien de cette histoire du rapport du cerveau avec l'ordinateur. Il le dit, bon, un ordinateur, effectivement, ça peut calculer, mais il dit que ça n'a strictement, il n'y a aucune possibilité de faire un lien entre un cerveau et un ordinateur. Hein, parce qu'il y a quelque chose du point de vue de la vie qui échappe complètement à un ordinateur, et il dit qu'après tout, un cerveau, c'est beaucoup plus complexe qu'un ordinateur. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 100 000 milliards de neurones? Comment ils ont fait pour les calculer? 100 000 milliards de neurones dans un cerveau. C'est pas calculable, ça. Alors, il explique qu'effectivement, il en parle, il dit qu'il y a de grands débiles calculateurs qui sont capables de chiffrer les trucs, mais quand il les qualifie de débiles calculateurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire fonctionner de leur côté. Hein. Okay. Il en parle. Donc, il dit qu'il n'y a aucun lien entre eux. Alors, un cerveau, il y a des connexions, il y a des tuyaux, ça a l'air d'être un ordinateur, et on sait très bien que les biologistes aimeraient bien que ça fonctionne comme ça. Hein. Mais justement... Mais on sait très pertinemment, comme Lacan, que le cerveau n'est pas une machine Turing. Mais à l'époque, mais oui. Lacan est mort 80, oui. Et à l'époque, il n'y avait pas de parole d'ordinateur quantique. C'est-à-dire l'ordinateur quantique qui peut calculer avec les superpositions, d'une part. À l'époque, il n'y avait pas de discours de calculateur biologique ou de l'ordinateur biologique qui, comme j'ai dit, intègre la gauche et la droite, c'est-à-dire les deux hémisphères. Mais bon, c'est une histoire. Moi, j'en sais peu. Mais... Non, mais dans le film de Kubrick. Là, Kubrick, oui. Comment il s'appelle? 2001. 2001. Ouais. À un moment donné, l'ordinateur, le bonhomme, il débranche. Il le débranche. Il le débranche, il fait taire, il fait arrêter. On peut arrêter un ordinateur, ouais. Mais un ordinateur ne peut pas nous arrêter de fonctionner. C'est ça que on pourrait le dire comme ça. Hein. Donc toujours au départ, il y a quand même un sujet. C'est quand même des sujets qui inventent les ordinateurs. Alors évidemment, il y a un truc qui est qui pose de gros problèmes au niveau justement de la reproduction de la vie. Bon. C'est parce qu'on a une cellule vivante qu'on peut la reproduire, puisqu'on s'est aperçu que, par exemple, il est probable que dans la fécondation d'un ovocyte, le spermatozoïde, on a cru à un moment donné, et c'est pas du tout bien établi, qu'il participait au mécanisme de développement avec tout ce qui se passe dans l'embryologie, mais petit à petit on a pensé qu'au contraire il est probable qu'il n'a qu'une fonction d'induction simplement, presque comme une impulsion électrique, et que tout le matériel chromosomique du spermatozoïde est éliminé dans déjà les globules polaires qui l'éliminent, que ça fonctionne. Alors beaucoup de scientifiques peuvent obtenir des développements ovulaires par titillement comme ça. Alors ils pensent qu'ils vont trouver le truc, c'est-à-dire qu'un jour on va pouvoir faire des êtres humains parthénogénétiquement, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, il suffit d'avoir congelé des ovules, et puis à volonté, c'est quand même un grand... Bon, hein. Et ça, c'est justement, c'est ce qui soutient cette croyance-là. C'est déjà celui qui tient cette position-là, il est dans une relation au langage qui est de l'ordre de l'instrumentalisation. Lui, il est l'instrumentalisateur et le reste est instrument de son instrumentalisation. Or, justement, ce que propose la psychanalyse, et qui est déjà présent notamment chez Nietzsche et même Wagner, qui a été à un moment son ennemi intime, mais malgré tout ils sont sur la même position, c'est que ce qui fait le sujet de la psychanalyse, c'est une passivité radicale. C'est-à-dire que c'est là où l'objet, au lieu d'être passif par rapport à un sujet qui est actif et qui, lui, est l'instrumentalisateur, il y a une inversion, justement. C'est-à-dire l'objet est quelque chose qui objecte selon son étymologie, donc qui est jeté devant et qui empêche, et qu'à partir du moment où le sujet, dans la passivité radicale qui est la sienne d'être étymologiquement assujettissement au langage, donc à l'autre, au grand autre, c'est là où on voit que le désir, c'est le désir de l'autre, c'est qu'il faut assumer dans un premier temps le fait d'être soi-même objet, instrument,
du désir et même de la jouissance de l'autre. Donc c'est une position éthique, la psychanalyse. Et à partir de là, tout ce qui est les questions justement sur une forme de la connaissance, c'est-à-dire du rapport sexuel, où il y aurait un équivalent entre le biologique et l'informatique, etc., chute a priori, puisque le sujet se place du point de vue de sa castration, qu'il assume intégralement. Ça, tout ça, ce sont des mythes pour ceux qui ne veulent pas assumer la castration. Dès qu'il y a une assumation de la castration, tout ça chute irrémédiablement. Nous sommes beaucoup. Oui. Quand même. On peut dire que une des peut-être même la seule discipline actuelle qui met en avant la fonction de la parole dans le langage, c'est quand même la psychanalyse. Le sujet de la parole. Nous sommes les seuls animaux parlants. Alors on pourrait nous parler des abeilles, des singes et tout ça, mais le par-l'être, c'est vraiment quelque chose. Et la psychanalyse met en avant la fonction de la parole. Parce que c'est pas l'écrit, la parole, hein, attention. Alors, je finis. Et donc, Lacan, lui, quand il parle, là il parle de gadgets, on va revenir dessus quand même, parce qu'il ne dit pas que c'est des objets clita, il dit que c'est des gadgets, qu'il assimile à des symptômes, donc à des constructions sur le réel, à des représentations du réel. Il va dire une chose très importante, enfin, lui il le dit à un moment donné, il dit de toute façon, les hommes finiront par s'ennuyer et ils arrêteront. À un moment donné, ils arrêteront avec les gadgets. Ils en auront marre, ils voudront autre chose. C'est-à-dire que s'il y a trop de manque à jouir pour les humains, et ben, petit à petit, ça va s'effondrer. Tout ça va s'effondrer. On voit que ça s'achemine vers quelque chose de cet ordre-là. Et Lacan, lui, pensait justement, il disait que peut-être que la psychanalyse, elle pourrait réintroduire dans le discours de la science la dimension du sujet. C'est ça, c'est un projet éthique de la psychanalyse. Et c'est pas pour rien que justement Lacan situe le discours scientifique entre deux pôles actuellement modernes. Ça a changé depuis le début de l'histoire, puisqu'au début de l'histoire, on peut dire que la science était plutôt dans le registre du discours du maître, puisque c'était les philosophes qui inventaient un savoir à l'usage du maître, en disant, bon, le maître, ça ne l'intéresse pas, le savoir, lui veut que ça marche. Il confiait aux philosophes savants, puisque c'était quand même des savants aussi à l'époque, de fabriquer des objets et des savoirs qui permettraient à la machinerie de fonctionner. Bon. Alors, il situe le discours de la science moderne entre deux pôles. Du côté de l'hystérie, quand même, le discours de la science, il a un pôle dans le discours hystérique. Ça veut dire que c'est un sujet dans le discours hystérique qui est ici. C'est un sujet qui est agent du discours, donc c'est l'inventeur qui, au prix de son être de jouissance, de sa propre peau, invente, en interrogeant les signifiants maîtres, des discours du maître, un savoir nouveau, un savoir qui lui échappe. Il produit un savoir qui lui est dérobé. Mais enfin, voilà, ça c'est un des piliers du discours de la science. Et l'autre pilier dans notre monde moderne, c'est le discours de l'universitaire, les discours universitaires. Et on sait très bien que les scientifiques modernes ne peuvent plus travailler dans la science s'ils ne sont pas inscrits dans des instances universitaires. Tout ce qu'on peut imaginer, l'INSERM, le CNRS, Saclay et compagnie, parce que les expériences du grand cyclotron, elles ne peuvent se faire qu'à coût de milliards d'euros, ça coûte des fortunes, et qu'il faut travailler là-dedans pour arriver à progresser dans la science. Mais il y aura forcément toujours, à un moment donné, du côté du discours de la hystérique, des inventions d'algorithmes, de formules, de signifiants nouveaux, pour contrebalancer le discours universitaire. Et par exemple, on peut dire que chez Lacan, l'invention d'un signifiant nouveau, c'est son invention du nœud borroméen. Non pas qu'il ait lui inventé le nœud borroméen, mais il a inventé un usage du nœud borroméen qui tient à une chose très simple, c'est qu'il dit que la structure humaine, telle qu'il en parlait depuis le début, mais qui a changé de définition en cours de route, sans jamais, d'ailleurs, chaque nouvelle invention reprenait à son compte les éléments de l'autre, et bien cette structure-là,
c'est une véritable avancée nouvelle. On peut dire que c'est quasiment un signifiant nouveau qui peut avoir effectivement des effets dans l'histoire de l'humanité. Hein. On en est absolument tout à fait au début. Et probablement même les lacaniens, dits lacaniens, les plus pointus, n'ont pas encore perçu cette dimension-là. Et que la plupart des topologues de nos milieux, parce que les mathématiciens, ça ne les intéresse pas, les figures qu'on fait au tableau. Hein. Ils disent que c'est des conneries, quoi. C'est des blagues, quoi. C'est des jokes, c'est de la rigolade. Eux, ils font des algorithmes. Et vous pouvez aller dans des bibliothèques de topologie. Moi, je suis allé visiter ça. Il y a des milliers de bouquins comme ça. Vous les ouvrez. Il n'y a pas un seul schéma. C'est-à-dire qu'ils ne font que des algorithmes qu'ils alignent comme ça. Tandis que l'utilisation du nœud borroméen tel que Lacan en fait, qui suppose le maniement de l'imaginaire, c'est-à-dire du corps et de la jouissance, du réel comme butée, qui fait que c'est indépassable, et du symbolique comme fonction de nouage, c'est tout à fait nouveau et c'est en train de venir. Il se trouve que les topologues lacaniens, comme ils se disent et se déclarent eux-mêmes, eux, ils continuent à faire une chose qui est pourtant Lacan a bien marqué, c'est que ce qui intéressait dans le nœud borroméen par rapport au mathème, c'est qu'il résistait à la mathématisation intégrale. Alors que les mathèmes, c'est un piège pour Lacan. Il a découvert que ces mathèmes, attention, c'est pas intégralement transmissible, bien qu'il en ait eu le projet lui aussi. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui ouvre un avenir qui est devant nous. Hein. Et c'est le sujet qui fera avancer cette affaire-là. Plus on aura le maniement de cette structure borroméenne qui peut se saisir, qui peut se manier, qui est à la portée de tout le monde, parce que quand on parle, on fait de la topologie. Et on fait de la topologie borroméenne. Hein, parce que ça a permis à Lacan, justement, le nœud borroméen, d'enfin retrouver ces catégories de l'imaginaire par lequel il était passé au début, puis du symbolique, donc logique du signifiant, puis du réel des surfaces mobiennes. Il a trouvé un truc qui permettait de nouer les trois trucs. Alors c'est un objet absolument fabuleux. Hein, fabuleux. Alors, oui, pour peut-être illustrer ça, parce que moi, comme je suis idiot, hein, oui. dès idiot, ça veut dire qu'on est tout seul. Voilà. On est tous un peu idiots. Et donc, comme je ne comprends rien, il faut que je trouve des exemples pour ça, pour illustrer, parce que sinon c'est trop abstrait pour moi. Alors, j'ai un exemple un peu stupide, comme tous les exemples, mais quelque part, l'exemple est toujours plus que la chose dont il est l'exemple. Et donc, on m'a demandé, bon, je fais des arts martiaux, de réfléchir à un système de self-défense qui serait adressé aux femmes. Et parce que les femmes, par exemple, qui se font agresser dans la rue, harceler, etc., en fait, quand elles vont dans des clubs d'arts martiaux, de sports de combat, elles sont considérées comme des hommes en moins, c'est-à-dire elles se sont moins costauds, elles se sont moins envie de se friter, quoique il y en a. Bon, mais et donc on leur fait faire un programme comme ça, alors qu'en fait c'est pas du tout la même chose. Quand une femme va se faire agresser, c'est pas du tout la même chose qu'un homme, et notamment les femmes, forcément, parce que si vous avez bien suivi l'histoire de la sexuation, elles sont plus intelligentes que les hommes, puisqu'elles ont choisi directement le langage, la castration. Donc il y a une dimension psychologique très importante. Et comment illustrer rien que le nœud borroméen là-dedans, imaginaire symbolique réel, c'est un exemple tout simple. Alors, donc j'ai pu participer à cette table ronde pour faire émerger un programme programme sportif et en même temps psychologique, et on a eu différents exemples. Et notamment, il y a quand un agresseur agresse, il est dans une dimension purement imaginaire. C'est-à-dire que lui, ce qui se passe dans sa tête, c'est une espèce de fil narratif. Il s'imagine des choses et il est dans un calcul. Donc c'est jamais quelqu'un de courageux, un agresseur. Donc parce qu'il est dans un calcul, il va choisir une proie en essayant de prendre le moins de risques possible pour en tirer le maximum de bénéfices. Si par exemple on arrive à rompre ce fil narratif, les corps ne se rencontrent plus. C'est-à-dire qu'il y a là un corps qui est dans l'imaginaire pur. Si le corps de la femme passe
symbolique réelle, c'est-à-dire elle dit 2 ou 3 mots avec une gestuelle appropriée, il ne peut plus la toucher. Parce que le fil narratif est coupé, il ne rentre plus dans son fantasme. Donc, c'est ça aussi voir avec le fantasme. Alors, l'exemple qui s'est passé, je vous donne un exemple un peu trash comme ça, c'était dans une cage d'immeuble, comme ça, la fille se fait agresser, le type essaye de la violer, etc. Et elle se défend, elle n'en peut plus, et à la fin, elle lâche le truc, elle lui dit « Bon, allez-y, finissez-en vite, faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. » Le mec, il décroche complètement. C'est-à-dire que son fil narratif, d'un seul coup, son corps devient inaccessible. Parce que lui, il est dans l'imaginaire, il s'imagine faire un truc. Elle est symbolique, elle a dit un truc réel. Une touche de réel, elle devient inaccessible. Il se lève, il se barre. Bon, voilà. Imaginaire symbolique réel, c'est qu'on est tout le temps dans ce truc-là. Donc, ce qu'amène Lacan, c'est un bouleversement absolu de la manière de penser, notamment avec cette logique de performativité rétroactive du signifiant, c'est-à-dire que c'est pas, le temps ne se déroule pas comme ça, mais le temps du traumatisme, c'est que des mots viennent réactiver quelque chose qui n'a pas lieu, mais qui se révèle avoir été, il aura été un traumatisme après coup, donc cette logique-là, et puis l'utilisation de la triade imaginaire symbolique réel pour mettre en déroute justement la manière habituelle du discours mainstream, le discours dominant qui n'arrête pas de nous seriner, parce que maintenant, et ça c'est plus que des chambres d'écho du discours dominant. Vous pouvez pas, moi j'ai pas la télé depuis 20 ans, j'écoute jamais la radio, je lis jamais un journal, mais je peux pas ne pas être au courant de tout ce qui se passe dans le monde, c'est impossible, puisque c'est la chambre d'écho ça. Donc le discours dominant, c'est justement de continuer à faire croire qu'il y a du rapport sexuel, que la logique, elle fonctionne comme ça et comme ça, que c'est une logique hypothético-déductive, donc ça veut dire orientée temporellement, chronologiquement, alors que la logique, c'est une logique de présupposition réciproque. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui va éclairer quelque chose qui est venu avant, mais qui ne devient perceptible qu'après coup. Donc il y a une véritable... il y a un bouleversement absolu de la pensée depuis Lacan, mais dont peu prennent la mesure véritable, parce que les pseudo-lacaniens, ils lacanisent, ils blablatent comme ça, en employant les concepts, ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils disent, mais ils sont là, alors ils ont divers intérêts à faire des trucs comme ça, alors ils parlent le réel, le truc sexuel, mais on voit bien qu'ils ne comprennent pas de ce qu'ils disent. Les autres, les philosophes, ils emploient ces trucs-là, mais de travers, parce qu'ils ne veulent pas assumer la position philosophique de base qui est mise en péril, mais même qui est invalidée par Lacan à partir du fait qu'il n'y a pas de connaissance possible. Voilà, la seule chose à laquelle on a accès, c'est un savoir, et ce savoir, c'est notre lot d'inconscient. On ne peut pas copuler avec le monde, il n'y a pas de copulation avec le monde, puisqu'il n'y a pas de rapport sexuel. Notre propre savoir inconscient, c'est la seule chose à laquelle on peut avoir accès, à condition, bien sûr, de s'y rattacher, puisque comme dit Kafka, le mal, pour Kafka, c'est ce qui nous distrait. Mais distrait de quoi? De notre savoir inconscient, du fait que, en questionnant notre inconscient, notre savoir se donne à nous. On arrive à intégrer notre sujet dans ce savoir-là, puisque l'inconscient, c'est un savoir qui s'ignore lui-même, un savoir qui ne se sait pas, puisqu'il est contenu, le lieu de l'inconscient, c'est la langue elle-même. Donc, la langue, elle est à moitié vivante, à moitié morte. Elle est comme des braises qui, dès que le sujet souffle dessus, se réanime. Et là, le savoir arrive, mais c'est le savoir, le lot de savoir de chacun. Il n'y a pas de Weltanschauung, il n'y a pas de connaissance, de copulation possible avec le monde. Donc, il y a, dans un premier temps, un retrait, ce retrait sur son propre savoir, qui ouvre à la possibilité, justement, de la nouvelle vie dont parle Lacan, c'est-à-dire quelque chose qui est utile à la vie, ou toper quelque chose qui serait utilisé correctement, imaginaire, symbolique et réel. Qu'est-ce que ça veut dire, toper? Toper, ça veut dire on tape dans la main, ça veut dire c'est comme quand on fait un marché comme ça, à l'ancienne, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien, il y a la parole. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus de parole, tout doit être écrit. Dès qu'il y a de l'écrit, on fait chuter la parole. Alors, ce que tu dis là à propos du savoir inconscient, il faut tenir compte de ce savoir inconscient qui se manifestait depuis le début de l'humanité. Tout le monde savait qu'on faisait des lapsus, des mots d'esprit, tout ça. Enfin, Freud a étudié de très très près, il l'explique très bien dans son interprétation des rêves, qu'il a lu tout ce qui s'était dit dans toute l'histoire de l'humanité sur le rêve, et que lui, il était en train de pondre quelque chose de radicalement nouveau. Hein. Alors, ce qui est nouveau quand même, c'est que ce savoir inconscient,
qui n'est jamais levé quand même, malgré tout, sinon abordable par le symptôme, ça se fait dans une pratique. Hein, il faut quand même, il y a une pratique analytique, Oui. justement par l'artefact du dispositif et par sa règle d'association libre. En dehors de ça, personne ne peut avoir accès à son inconscient. Peut-être une approche qui lui permet de s'en tirer comme ça, mais c'est quand même d'abord une pratique, avant tout, qui tient depuis pas si longtemps que ça. Ça fait même pas 120 ans que ça fonctionne. Hein. Peut-être 130 ans. Dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose de minuscule par rapport à toute la pensée philosophique, religieuse et toutes ces choses-là. Là, c'est important. Et puis, l'autre point, tu parlais de ce combat-là. Dans le théâtre no japonais, je ne sais pas si vous avez déjà vu des pièces, ou même dans des films, on voit deux types qui se battent en duel. Hein, alors, ils se filent des coups d'épée, puis ça passe toujours à côté. Alors, nous, occidentaux, on croit que c'est de l'escrime, et qu'à un moment donné, l'autre va toucher. Alors que ce qui est montré sur la scène du théâtre no, c'est que les deux personnages ne sont pas dans le même espace, Ben oui. et qu'ils ne peuvent pas s'atteindre. Hein. Ça, c'est encore une représentation nouvelle de la chose par rapport à ce réel. Chacun de nous a son bout de réel qui n'est pas le même que l'autre, celui de l'autre. C'est pour ça que Lacan parle des épars, des assortis. Alors, dans l'humanité, on a plutôt tendance à constituer des groupes sur le mode des foules freudiennes, un peu en général, qui est le modèle de base. Enfin, il y a d'autres types de foules où justement on s'agglutine par le biais des identifications imaginaires. Pour peu qu'il y ait un leader qui, en plus de ça, arrive à diriger toute cette foule, on sait ce que ça donne, ces phénomènes de foule qui sont extrêmement prégnants, hein, et qui sont particulièrement efficaces, parce que quand on regarde aujourd'hui, on en a quand même beaucoup de films là-dessus. Quand on voit Hitler en train de parler aux foules à Nuremberg et des trucs comme ça, on est absolument sidéré de voir les effets que ça a sur des foules gigantesques de gens, alors qu'il dit quand même des choses très bêtes, hein, très bêtes. Mais il avait ce problème de jouir au début, pendant les discours, et il est allé chez... Mais non, mais on voit, non, j'étais en train de parler justement des foules, c'est des phénomènes de foule freudienne, c'est-à-dire que Freud, il a parfaitement situé quelle était la structure de la foule. Hein. Les sujets étaient sur le même... ils avaient le leader en face d'eux, hein, qui était l'idéal du moi, et puis les moi idéal de tout le monde étaient associés. Tout le monde était les mêmes. On est tous des Charlie, pardon, on est Charlie, je suis Charlie. Voilà un phénomène de foule freudienne qui n'a pas donné, qui donnera probablement pas ce qu'on a espéré, puisqu'on voit que ça s'effrite. Alors que Lacan, lui, il s'interrogeait d'une façon très sérieuse sur comment constituer, justement, avec une foule, départ des assortis, parce que pour Lacan, une foule ça tient pas, en gros. Hein. C'était compacifié par l'imaginaire, mais ça ne tient pas. Comment inventer un corps avec une foule? Et ça, c'est une question qu'il a essayé d'avancer. Il a essayé de faire fonctionner une école sur ce mode-là. Ça n'a pas marché. Ça a débouché sur un échec. Mais là, il y avait une tentative chez lui d'une politisation, au sens où il dit que l'inconscient, c'est la politique, puisque c'est normal, puisque l'inconscient, c'est le sujet au départ. Donc on comprend que si Aristote dit que l'homme est un animal politique, on peut comprendre que quand on dit que... Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la politicaillerie ou des trucs comme ça, c'est un autre registre, un registre éthique dont il parle, c'est pas un registre du blablabla habituel. Donc il y avait des interrogations justement sur les deux registres de l'avenir de la psychanalyse, qui étaient d'une part comment régir l'extension, pas l'expansion, parce que ça il n'aimait pas l'expansion, l'extension de la psychanalyse dans le monde. Ben, on voit ce qui se passe actuellement, c'est que au fond ça passe par la langue. Hein. Avec Freud, il n'y avait pas encore tout à fait la langue avec Freud, parce qu'il y avait des choses assez confuses, mais là ça passe par la langue, et petit à petit on peut dire que de ce point de vue-là, Lacan exerce une influence très considérable sur, disons, sur le plan de l'humanité, puisque maintenant dans le monde entier, il y a des groupes qui s'intéressent à l'enseignement de Lacan, avec des hauts et des bas, mais enfin, moi je t'en parlais au début de l'année, on peut considérer que
Lacan est intraduisible, comme Freud d'ailleurs, enfin il est absolument intraduisible, il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ne le comprenne pas et qu'il soit en plus de ça illisible, donc il va falloir que dans tous les pays où les gens étudient le texte d'abord de Freud, ils apprennent tous le français, les gens qui sont un peu sérieux, ils arrivent à faire parler ce que Lacan a avancé dans la langue de leur pays. C'est-à-dire que les Brésiliens, il va falloir qu'à un moment donné, ils fassent parler la psychanalyse en brésilien. Et ça ne veut pas dire que nous, Français, avec eux, on aura des difficultés à dialoguer. Pour l'instant, on n'en a pas, puisqu'ils considèrent que les Français les enseignent. Donc, hein, les conquistadors, ils continuent, là, ils vont faire des conférences à droite à gauche. Ça, c'est le plan de l'extension, qui a été traduite par les groupes analytiques sous le terme d'expansion. Donc, la reconquista, ça continue. En Amérique latine, ils commencent à s'apercevoir que ça déconne à plein de tuyaux. Mais il y a des Chinois qui étudient ça. Il y a des pays arabes qui étudient de plus en plus Freud et Lacan. Donc dans le monde entier, ça s'étend. Et puis l'autre problématique, c'était en intention. Comment on creuse le sillon de ce que c'est que la cure analytique. Quel est son terme logique? Est-ce qu'on peut l'objectiver à partir d'un témoignage qui ne dépend plus ni de l'analysant ni de l'analyste, mais de quelqu'un qui, à un terme logique supposé, peut en témoigner auprès de quelques autres pour que ce soit reconnu et que ça devienne une forme de savoir transmissible? C'est une grande question, ce truc-là. Ça a échoué. Enfin, elle est quand même toujours là, cette question-là. Voilà, les deux pôles d'orientation des choses. Donc moi, j'insiste beaucoup sur cette notion qu'il faut que dans les pays qui ne parlent pas le français, dans chaque langue, les sujets arrivent à la faire parler dans leur propre langue. Que les Anglais arrivent à faire parler Lacan en anglais, pas comme faisait Derrida, mais comme il y aura quelqu'un ou plusieurs qui feront parler en anglais, qui le feront parler en espagnol, qui le feront parler en italien, qui le feront parler en toutes les langues du monde, et dans les langues vernaculaires, pas simplement dans la langue classique, pour que ça devienne éventuellement dans la pratique de la cure, parce que ça va passer par là. Quand on a affaire, ça m'arrive aussi d'avoir en analyse des personnes qui ne parlent pas bien le français, qui viennent d'ailleurs, de Chine, hein, du Brésil, d'ailleurs, et qui apprennent à parler en français pendant la cure avec moi, qui suis bon, comme ça. Mais moi, quand j'ai des difficultés à percevoir quelque chose qu'ils disent eux, je leur dis, mais dites-le dans votre langue. Et alors, ils se mettent à parler, et qu'est-ce qu'on voit? On voit des homophonies translinguistiques, c'est extraordinaire. Et on retrouve quoi? La fameuse matrice de la langue écrite en un seul mot, dont Lacan parle à propos de Jacobson, qui disait qu'il l'avait calibré, et puis il disait à son séminaire, c'est grand comme ça. C'est-à-dire que au départ de la vie, le nourrisson, il a à sa disposition tous les phonèmes dans la lalation, hein, et que petit à petit, à cause de la langue en deux mots, il a oublié des phonèmes. Donc il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer, le tse en anglais ou d'autres formes de mots en français pour d'autres, qui fait que c'est perdu. Il y a quelque chose qui a été perdu à cause des langues, des langues au sens en deux mots. Hein. Mais la langue, c'est ça qui permet effectivement ce passage avec des homophonies translinguistiques, comme l'histoire du brillant sur le nez, du regard sur le nez avec le petit personnage là, qui est en fait, je crois, l'homme au loup au départ. Je crois que c'est l'homme au loup qui est traité comme ça, hein, qui a été élevé dans une nurserie où il avait entendu un regard sur le nez, glance, hein, glance at the nose, et quand il est revenu dans sa propre langue, c'était glance of the nose, c'est-à-dire un brillant dans le nez, sur le nez. Et le brillant sur le nez, c'était un fantasme qu'il avait, qui avait une fonction érotisante pour lui. Voilà. C'est quoi, c'est ça, hein? C'était quoi? C'est dans l'homme au loup. C'est l'homme au loup. L'homme au loup, oui. Donc on a dans Freud, on a ce truc-là dans Freud. On a des bouts comme ça, et on voit bien que Freud, manifestement, travaillait sur la langue quand il faisait ses interprétations. Bien sûr qu'il donnait
des explications autour pour enseigner, mais c'était dans la langue, c'est là qu'on fonctionne. Hein. Je viens de lire une autobiographie de Elias Canetti. De Elias Eli Canetti. C'est un écrivain germanophone juif. Et il raconte qu'il est né en Bulgarie. Et il y avait toutes sortes de tales, Histoire. Des petites histoires folkloriques racontées par sa mère en bulgare. Et 30 ans plus tard, quand il a adopté l'allemand comme sa langue d'écrivain et comme sa langue intellectuelle, il n'était pas capable d'entendre la voix de sa mère en bulgare, pas bulgare, lisant les fables, des fables, mais il a entendu la voix de sa propre mère dans une langue que sa mère ne parlait jamais. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est Joyce qui a beaucoup éclairé Lacan, justement. Parce que Joyce joue avec la langue, et il joue avec toutes les langues. C'est-à-dire qu'il retrouve quelque chose, là, il élague les langues, comme il dit. Hein. Bon, je sais pas où on est parti, mais on est parti un peu. Non, mais peut-être on peut passer aux questions. Si d'autres ont des questions, on peut rebondir là-dessus. Il est déjà 4h30, c'est vrai, presque 4h30. Je me posais la question si la contractualisation à outrance, passée par l'écriture de contrat. Et je pensais même par rapport à ton histoire d'agresseur qui serait déconnecté pour quelque chose comme ça, à contrario du tueur à gages qui est contractualisé et qui serait comme immunisé à l'accès au symbolique de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette surcontractualisation du rapport qui immunise le chacun au registre symbolique de l'autre? Et jusque dans des choses de l'ordre de l'extermination, je pense à des images fictionnelles qui sont la série de Wire, où il y a deux tueurs qui amènent le gars pour le buter et pour faire en sorte qu'il n'ait pas de sépulture, etc. Et où ils sont complètement immunes à tout ce que pourra raconter ce gars avant d'être buté, jusqu'aux pires horreurs nazies, etc. Sûr, où il y a un contrat qui vient chapeauter. Mais c'est justement tout le thème de la banalité du mal de Hannah Arendt, c'est ça. C'est pas une espèce de monstre à la Byron qui contrôlerait dans une espèce d'esprit de maléfice, voulant appliquer à l'humanité quelque chose de terrible. Non, c'est la banalité du mal, c'est ça. C'est-à-dire que c'est être contractualisé. Donc de se décharger de sa responsabilité de sujet. Parce que dès que tu es contractualisé, ton sujet ne rentre plus en ligne de compte. Donc, tu te défais de ta responsabilité. Et donc là, c'est aussi une très mauvaise lecture de Kant, hein, parce qu'on parle justement des philosophes, etc., mais Kant est très très mal lu, parce que lui, il explique que justement, faire son devoir, rien ne doit te distraire de ta propre responsabilité. C'est-à-dire, in fine, même si tu dois le faire, c'est ta responsabilité subjective qui est engagée. Rien ne saurait te garder de ça. Alors que justement, les stupides idiots, genre Onfray, la pseudo-philosophe, la mort moi le doigt, comme dit Lacan, lui, il pense que Eichmann est kantien, n'importe quoi. C'est-à-dire que ça, c'est des lectures, justement, qui n'en sont pas. C'est pas lire, ce mec-là. Justement, Lacan, il insiste, hein, je vous donne quelque chose à lire. Lire, c'est se lire, puisqu'il n'y a pas de rapport sexuel. Donc tu te lis, tu te relis en te lisant. Non, c'est pas de la lecture, c'est du blablatage. Enfin, on retrouve ça aussi chez la plupart des psychanalystes lacaniens qui blablatent aussi. Hein. Donc, c'est quand même très généralisé. Mais effectivement, le contrat te dispense de ta responsabilité. Non, mais l'histoire du contrat du tueur à gage, c'est pas un corps à corps, hein, puisque c'est prévu, il élimine le corps de l'autre. Tandis que l'exemple de Christian me paraissait très intéressant, parce qu'il présente l'agresseur qui est dans un imaginaire, donc c'est un sujet qui plutôt ça lui gonfle l'imaginaire d'une certaine façon, et que ce qu'ils apprennent aux femmes, là, c'est pas simplement des techniques pratiques pour arrêter l'adversaire et contrebalancer sa force physique, c'est de couper quelque chose. Et effectivement, quand la femme, dans ce moment-là, trouve
les mots qu'il faut, ça rompt l'imaginaire de ce sujet-là, et il se débine parce qu'il se décompense. Il y a une décompensation, c'est-à-dire que la clinique, c'est ça qui est très intéressant avec la clinique borroméenne chez Lacan, et qui est tout à fait nouvelle et qui renverse beaucoup toutes les catégories des psychopathologies habituelles, c'est que comme le nœud borroméen, il est conforme au fonctionnement de la langue, en un seul mot, hein, ça fait des nœuds, ça se défait, ça se refait, ça se défait, ça se refait tout le temps. On voit bien que quelque chose de nouveau se produit là, dans l'appréhension des différents phénomènes qui nous arrivent dans la vie. Il y a des jours où on fait une super déprime parce qu'il y a un truc un peu lâché du côté du nœud, on passe une bonne nuit, le lendemain matin on va mieux, on ne sait pas pourquoi, et dans la vie des sujets c'est un peu comme ça. C'est ça qu'on relève dans le fonctionnement de la plupart des sujets dans l'existence. Actuellement, hein, c'est une clinique nouvelle qui n'est pas encore bien cernée, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose de psychotique, tous quelque chose de pervers, tous quelque chose de névrosé. Hein. Simplement, dans ces catégories, les dimensions qui sont les plus, disons, utilisées par les sujets ne sont pas les mêmes. Hein. Du côté de la psychose, on pourrait dire que c'est du côté du réel que ça se joue plutôt. Donc il faudrait refaire un nouage de ce côté-là par une suppléance imaginaire nouvelle. Du côté de la névrose, c'est plutôt du côté du symbolique que ça tire. Et du côté de la perversion, c'est effectivement également du côté de l'imaginaire et du symbolique. C'est des nouages différents qui permettent d'appréhender cette nouvelle clinique. C'est-à-dire que dans la cure, on passe son temps à couper, c'est-à-dire que c'est l'interprétation qui coupe un des ronds, c'est-à-dire qu'on peut intervenir dans le symbolique du sujet, on peut intervenir dans le réel du sujet, hein, à l'occasion d'une scansion de sa séance par exemple, ou au contraire dans son imaginaire, c'est-à-dire là où il est, par exemple, plutôt que dans une espèce de consistance imaginaire, ça fait bouger les choses, ça permet d'avancer. Alors, ton exemple, moi j'ai trouvé ça très illustratif, de faire une coupure comme ça, ou part au bon endroit, et c'est pas que la force physique qui a neutralisé l'attaquant. Ben non. On te dit qu'un tueur à gage, il vient dans le dos et lui tire une balle dans le dos, bon, ben ça, il y en a des comme ça. Hein. D'autant qu'il n'y a aucune noblesse là avec les armes à feu. Non, mais c'est pas etc. du corps à corps, ça aussi. Voilà. Parce que dans le combat au corps à corps, juste avec les mains, sans aucune arme, il y a la conscience sourde du fait que c'est une partie de soi qui cogne et c'est une partie de soi qui se perd aussi. Tandis que là, on est dans l'imaginaire qui va jusqu'au dernier imaginaire avec le film Coup de Kill, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc qui est le contrepoint de l'American Sniper qui est sorti au cinéma. Donc c'est maintenant le capitaine je crois qu'il est colonel dans le film de l'aviation américaine, il se retrouve dans un hangar à Las Vegas, un hangar capitonné comme ça, et il pilote un drone pour bombarder et tuer des gens à Islamabad ou à Bagdad. Il voit sa cible, il lâche le missile, il y a 20 secondes, donc il y a 20 secondes où il ne peut plus rien faire parce que le truc est parti, et puis il tue comme ça à distance, voilà, sans engager son corps, sans y être lui-même, c'est jeu vidéo. Et donc après il rentre chez lui avec sa femme, ses enfants, son petit carré de jardin, son truc, etc. Et donc là, on voit que c'est totalement imaginaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune vertu nulle part. Il regarde un film de guerre à la télévision. Voilà. Parce que lui, il n'a pas fait la guerre. Non, mais moi, par contre, puisque tu parles de ça, justement, les seuls qui maintiennent cette tradition, disons, dans l'art, comme ça, du corps à corps, c'est une fois de plus les Japonais, avec les trucs des samouraïs, les combats de sabre, et le type il est au milieu d'une trentaine de types, et puis on y va, c'est quand même jouissif à regarder ça, hein, c'est formidable. Et des films comme ça, qui c'est pas de la boucherie, quoi, c'est autre chose, c'est un peu de la charcuterie si on veut. Pour rebondir sur une autre boucherie potentielle, mais quand tu parlais tout à l'heure de psychanalyse en extension ou en intention, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la psychanalyse en détention. En détention, avec ces détenteurs et qui pourraient être un obstacle à la transmission. Pourquoi détention? Pourquoi
Détenteur du savoir analytique. Et non, il y a justement le savoir analytique, il n'y a pas de savoir analytique dont quelqu'un est le détenteur, aucun. Hein, chacun. Avec des lieux non, Lacan, il est très précis, il dit que notre seul lot de savoir, parce qu'il distingue le savoir comme étant une articulation signifiante de la connaissance, qui est beaucoup plus vaste et qui ne correspond pas à cette définition signifiante. C'est pour ça que je disais que les auteurs avant la psychanalyse et même avant Lacan, justement, ils étaient obligés de développer des systèmes entiers où il y avait du sens, avec une logique, il fallait que ce soit compris. Tandis que le lot de savoir, on a chacun, notre seul lot de savoir au sens du savoir inconscient, c'est l'inconscient. On n'a que ça. C'est notre seul outil pour fonctionner dans l'existence. Tout le reste, c'est des articulations, des artifices, c'est le maniement des semblants, plus ou moins adroit. Mais Lacan, il ne détient pas le savoir analytique. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, on ne peut pas le saisir. Alors, on passe notre temps à... Je pensais plutôt au registre universitaire de ceux qui alors voilà. Oui, mais ça, alors là, on sait ce que ça donne. Hein. On sait ce que ça donne. Moi, je suis très féroce avec ce truc-là. Je pense que c'est... Hein? Pas assez. Je suis pas assez féroce. Si, je suis très féroce avec ça, mais bon, je n'ai pas envie de m'emmerder à constamment interpeller les psychanalystes qui enseignent à l'université, qui font des diplômes, qui enseignent dans des départements de psychopathologie et qui font des examens où il va falloir expliquer ce que c'est que la pulsion en 3 pages, quoi. Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est l'horreur intégrale, ça. Le discours universitaire, il devrait avoir d'autres visées, parce que c'est important. Ceux qui ont une éthique dans le discours universitaire, c'est pas rien. C'est-à-dire que les grands universitaires qui ont une éthique, ils sont quand même les garants d'un savoir qui a une valeur de formation du sujet. Parce que si vous regardez la logique du discours universitaire, l'universitaire, il se positionne là en S2. Il a une certaine connaissance. Donc on peut considérer que quand on a affaire à un spécialiste je sais pas moi, de l'ethnologie ou d'autres professions, on pense qu'il a quand même un bagage de savoir qui tient la route. Et ben, il s'adresse quoi à l'étudiant? L'étudiant, lui, c'est le pauvre idiot qui vient là, avec son être de jouissance. C'est un presque débile, l'étudiant. Et on va le débiliser pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on obtienne de lui, qu'on le produit comme un sujet barré par le savoir. Hein. Il est produit comme déchet du discours universitaire, comme un sujet barré par le savoir. Il va falloir qu'il fasse des efforts considérables pour remonter à l'endroit où il y a le savoir universitaire reconnu. Donc il va falloir qu'il fasse une thèse avec une bibliographie où il y a le nom de tous les universitaires de l'université où il est, pour qu'on l'intègre avec sa thèse à ce niveau-là. S'il n'y arrive pas, ben ça ne sert à rien ce qu'il a fait. Hein, voilà. Juste une question. Patrick, vous avez dit que les gens vont s'ennuyer avec les gadgets. Oui. Vous êtes très optimiste. Non, mais moi qui adore les gadgets, je vous assure que ça m'ennuie beaucoup. Oui, d'une part, mais d'autre part, il y a un Français qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, oui. Qui est un économiste, physicien, un type universitaire, plus ou moins. Mais il a une question intéressante, parce qu'il dit, d'accord, les gens vont peut-être... pour te répéter, vont peut-être s'ennuyer avec des gadgets, mais entre-temps, l'humanité peut se suicider. C'est-à-dire, notre génération, notre position est différente de toutes les générations précédentes, dans ce sens-là, qu'on a conscience de la disparition collective de ce qu'on appelle l'humanité. C'est-à-dire, il y a un problème là, parce que comment, vous parlez de l'extension de la psychanalyse. Mais on est dans une situation où le facteur du temps, dans ce sens-là, est très important, parce que on est... Oui, je suis d'accord avec ça. Hein. On est 2 minutes de l'apocalypse, selon Non, mais on est absolument au début de l'émergence de ces gadgets. Mais
on constate la prise que ça a sur nous, non pas parce qu'on utilise l'iPhone, mais que petit à petit, par exemple, j'en ai parlé à midi, avec les administrations maintenant, on est obligé d'ouvrir des comptes dans tous les secteurs, de la retraite, de tout ce qu'on voudra, il faut donner des codes, c'est infernal ce truc-là, il va bientôt falloir qu'on aille chercher notre feuille d'impôt, ils ne nous l'enverront pas directement, tous les trucs qui nous empêchent de vivre, qui nous prennent un temps fou, avec l'illusion en plus de l'ordinateur qui nous fait croire que les savoirs sont à la portée de notre main, parce qu'il suffit de cliquer, de changer les trucs. Et pour rentrer, il va falloir rentrer, il faut continuer à rentrer dans les textes, et on peut rentrer dans les textes qu'avec notre peau. Hein. C'est pas en les mettant sur des ordinateurs qu'on a le savoir, hein, parce que tout le monde ici a un ordinateur, accumule des bibliothèques numériques. Moi j'en suis un comme ça, de ce côté-là, mais je m'aperçois que quand même, il faut y aller avec sa peau là-dedans. Sinon, pas question. Pourquoi avec sa peau? Ça veut dire avec le corps, avec la jouissance et avec le désir. Hein. Maintenant, effectivement, vous parlez de suicide. Oui, c'est quand même absolument diabolique de voir, par exemple, dans nos sociétés, parce qu'ailleurs, c'est l'horreur intégrale dans beaucoup d'endroits, les générations qui vont venir, ils n'ont pas de travail. À 30 ans, ils sont toujours sans travail. Ils ne peuvent pas gagner leur vie. Alors on voit comment la catégorie de l'adolescent maintenant, quand on demande à un adolescent ça commence à 14 ans, à 30 ans, ce sont toujours des adolescents. Hein, c'est pas des êtres humains, c'est des adolescents. On voit des choses comme ça qui se produisent. Lacan, il disait, ça, il était très pessimiste et en même temps il n'était pas pessimiste, Lacan. Mais enfin bon, il était pessimiste de ce côté-là, il disait que de toute façon, il n'y a rien de plus astucieux que le discours capitaliste. Formidable, regardez le discours capitaliste, il est là, merveilleux. Lacan a mis plusieurs années à l'écrire, parce qu'il ne l'écrivait pas, il en parlait pendant des années, dès 67, il en parlait, alors tout le monde était très excité, discours capitaliste, personne n'était capable d'en donner le matin. Et un jour, à Milan, comme il était avec les Italiens, qu'il aime beaucoup les Italiens, il adore les Italiens, il leur a écrit au tableau lui-même le discours capitaliste. Et regardez ce discours absolument fabuleux par rapport à cela. Vous savez, ça c'est un tournage en rond, avec des gaps à chaque fois qu'on change de truc. C'est déjà une structure extrêmement complexe, puisque ça combine des places inamovibles de l'agent, de la jouissance, du produit et de la vérité. Mais on fait tourner des lettres qui, à chaque fois qu'elles viennent à une place différente, selon une logique circulaire, l'évogir ou d'extrogir, comme on voudra, hein, viennent occuper des places, mais elles n'ont plus la même sens. Quand par exemple le savoir est en position dans le discours de l'analyste ici, c'est le savoir inconscient. Mais quand il est dans le discours universitaire, ce n'est plus le savoir inconscient, c'est la connaissance. Et il y a tellement de connaissances qu'il faut faire des spécialités. Un historien, il ne connaît pas la sociologie, très peu, il ne connaît pas l'histoire des religions, il ne connaît pas la théologie, tout ces trucs-là. Eh bien, le discours capitaliste, il a réussi un truc absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a rompu le lien. Alors le discours du maître est là, puisque le discours du maître, c'est aussi le discours de l'inconscient. C'est là que se constitue l'institution du sujet représenté par un signifiant pour un autre qui ne le représente pas, dont se produit un déchet, l'objet petit a, qui est justement l'être de jouissance du sujet, qui est à la fois dépendant du signifiant et en même temps échappe à la prise du signifiant. Donc ça, c'est le discours qui institue l'inconscient. Il s'est trouvé un truc, c'est que dans le discours du capitaliste, une bascule s'est produite ici, c'est que le sujet du discours capitaliste, c'est nous tous. Nous sommes tous des sujets du discours capitaliste, donc nous sommes tous des sujets de la libre entreprise. On n'a jamais parlé autant de la liberté qu'aujourd'hui. Je suis libre de faire ce que je veux, je décide. C'est un sujet qui s'est institué comme commandant le signifiant. Je suis le maître du langage. C'est pour ça qu'il y a la novlangue et toutes ces conneries qui viennent là, qui tiennent plus compte de l'histoire des mots et de leur influence. Mais alors, en rompant cette structure-là qui d'origine, en rompant le truc, c'est comme si nous précédions le langage. C'est nous qui inventons le langage, alors que c'est le langage qui fait de nous des sujets. Vous voyez la différence? Qu'est-ce que ça produit? Donc c'est une rupture. Cette relation, qui dans le discours du maître est une relation symbolique, qui touche au réel,
là, puisque le réel dans le discours du maître, c'est le sujet, à l'origine, ça bascule. Donc, comment on peut rompre? C'est une structure rompue, ça veut dire que c'est une perversion, ça veut dire que l'imaginaire se substitue à la relation symbolique dans le discours capitaliste. Et alors, ce discours-là a un truc absolument fabuleux. Prenez le discours du maître. Vous allez dans ce sens-là, vous allez dans ce sens-là, vous allez dans ce sens-là, vous remontez là, vous tournez, vous ne pouvez jamais revenir à l'origine. Dans tous les discours, ce que vous voyez ici, c'est pareil. Dans le discours capitaliste, le sujet de la libre entreprise commande au signifiant, le signifiant invente la connaissance moderne, les neurosciences par exemple, et ces neurosciences produisent des objets petit a que nous sommes, des employés en gros, et on revient ici. C'est-à-dire que dans le discours capitaliste, le sujet de la libre entreprise se produit lui-même comme un gadget, comme un déchet. Hein? Vous voyez comment ça fonctionne le truc. Et ça pour Lacan, il dit que c'est absolument astucieux puisque ça tourne tout seul. Donc il dit que ça marche tout seul et que ça consomme tout. Et ça va venir, à un moment donné, ça va s'arrêter, faute de carburant. C'est ce qu'on voit, on voit dans l'humain. Faute de carburant, il y a encore du carburant humain, il y a encore du pétrole, mais petit à petit, c'est en train de disparaître tout ça. Alors quand on parle du suicide, peut-être que c'est de ce côté-là que c'est en train de se jouer. Et Lacan, il dit qu'on ne peut pas arrêter la marche de ce truc-là. On ne peut pas l'arrêter. Il n'y a rien à faire. Hein. On résiste plus ou moins, mais qu'est-ce que ça va donner Moi, je vois comment, par rapport dans ma vie, ce que c'était et ce que c'est devenu maintenant, c'est inimaginable le changement de l'humanité. Quand je rentre dans une grande surface, moi, je vois comment les gens acceptent d'être traités comme ils sont traités. C'est incroyable. Vous rentrez chez Inno en 2 secondes et vous mettez une demi-heure à sortir, parce qu'il y a toujours des caisses qui sont fermées, vous ne pouvez pas sortir du magasin. Et on vous a imposé, vous y allez, vous êtes obligé. Ça rend la vie quand même un peu... Alors Lacan il disait, vous savez, si les Grecs, les Romains nous voyaient comment on vivait aujourd'hui, ils seraient bouleversés d'horreur. Et bien moi, quand je vois comment les gens vivent actuellement, et les plus jeunes, tout ça, je suis bouleversé d'horreur de voir où ils sont, et ils s'en rendent même pas compte. Ils sont... Parce qu'on participe, tu l'as dit toi récemment, ils participent au fonctionnement de ce truc-là. Mais oui, hein, nourrissent le système. On est en train de faire fonctionner ça. Plus dans les supermarchés, maintenant, il y a des scanettes, comme on dit. C'est eux-mêmes qui allons scanner. Voilà, maintenant oui. Et alors maintenant, comme tu disais toujours, on paye tout ce qu'on croyait être des acquis pour mieux vivre. On paye tout, partout. On paye le stationnement, on ne peut plus aller vite en voiture. Bon, d'accord, il y a tellement de voitures. Bon, des choses... C'est des trucs, des privations permanentes. Les sports d'hiver, moi j'y vais plus, c'est des travaux forcés, les sports d'hiver. On arrive au sport d'hiver, on se précipite chez le loueur de ski, il y a une queue, fini on arrive au bas du télépente, il y a une queue, on descend 2 pistes et on a passé la journée. Ça va pas, hein, et c'est tout comme ça. Hein. C'est connu, s'il y a quelque chose que tu ne payes pas, ça veut dire que c'est toi le produit. Tu le sais pas. Et ce discours-là n'a pas d'impossible, vous voyez, c'est un cercle. Ça tourne tout seul, vous voyez. Là, il y a des butées quand même qui font qu'on peut s'interroger. Le maître, il peut pas faire n'importe quoi, le maître, quand il est là, fonctionnement ici. Il peut pas revenir sur ce que lui-même, il est le premier sujet de son discours. Hein. C'est lui qui est le premier assujetti de son discours. Alors, Lacan le disait bien, le maître, c'est un con, le maître. C'est un con, mais le seul truc qui l'intéresse, c'est qu'il faut que ça marche, hein, que le S1, le commandement, fait fonctionner le savoir, et les philosophes, ils se situent là, ils produisent un savoir qu'ils ont dérobé à l'esclave pour le donner au maître. Mais le maître, ça ne l'intéresse pas de savoir. Et on voit bien nos hommes politiques modernes, enfin, ils ne savent rien. C'est des nullités intégrales, c'est pas des gens qui tranchent dans le réel des peuples, c'est des gens qui font absolument n'importe quoi, et on voit les effets que ça a sur la vie des gens. Enfin, c'est inimaginable, inimaginable. Ouais. Juste pour exemplifier, parce que moi je suis toujours aussi idiot, donc ce qu'est un maître, par exemple, c'est dans temps de guerre, quelqu'un qui va décider de quelque chose, qui va engager, donc par exemple l'attaque de l'armée ou pas. Évidemment, il va demander des avis aux différents spécialistes, et effectivement, quand on demande des avis aux autres, tout s'annule. Hein, il y en a qui, 50% vont être favorables à l'attaque, l'autre... On est dans le domaine de l'opinion. Voilà. Et le maître, c'est celui qui va dire, on fait ça. Mais il engage sa vie.
Là, c'est encore un maître, c'est-à-dire qu'il engage sa vie sur une responsabilité. Tandis que là, maintenant, il n'y a plus de maître, les hommes politiques. C'est le contraire, des millimètres. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà du discours capitaliste? Alors, je n'en sais rien, moi. Alors, là, c'est une perversion du discours. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas un discours, celui-là. Il fait pas lien social. C'est pour ça que Lacan, il disait tous prolétaires, c'est-à-dire tous réduits, le sujet de la libre entreprise, tous réduits à ne plus avoir de possibilité de faire lien social. C'est pour ça qu'on se précipite sur Facebook, sur ce qu'on appelle le web et les réseaux, comme on appelle les réseaux sociaux, hein, où il y a beaucoup de liens très virtuels en général. Hein. Bon. Eh ben, ce discours-là, ben, c'est celui-là qui domine, et les autres, ils sont quasiment évacués parce que celui-là, il domine. Alors le seul qui résiste, c'est justement le discours de l'analyste. Lui, il est un peu en dehors. Pourquoi? Parce que c'est pas un lien de foule. Le discours analytique, c'est le discours de la pratique analytique. Puis c'est un lien à deux. C'est donc à deux. C'est le seul qui est comme ça, et que là, il y a une petite chance, comme il le dit, d'avoir un peu de bouffée d'oxygène. Hein. Alors c'est pour ça que, d'ailleurs, les cures s'allongent maintenant, parce que il suffit pas simplement de tamponner les symptômes et de les aménager, il faut aller un peu plus loin pour respirer plus longtemps. Hein. Et les analysants, ils veulent continuer à travailler, parce qu'ils ne trouvent pas ce lien de discours ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. Ailleurs, c'est la jungle totale, complète. Ou alors ils ont affaire à ça, avec ce que c'est comme traitement. Hein. Il y a peut-être, pour la caméra, afin que ce ne soit pas trop lourd, arrêtez là, mais nous on peut continuer à parler si vous voulez, on peut continuer à parler.